Toi, en tant qu'humain, tu vois un site internet, tu dis je dois cliquer, et tu fais ça de façon intuitive. Un agent, à chaque étape, il va devoir prendre un screenshot, traiter l'information et décider de quelle est la prochaine action à prendre. Donc c'est coûteux et puis ça prend du temps. Rechercher, cliquer, scroller. Aujourd'hui, on découvre l'infrastructure qui permet aux agents IA d'utiliser le web aussi facilement qu'un humain. On en parle avec Andrea Pinto, cofondateur de Noté. Enchanté, moi c'est Andrea, je suis suisse et italien, j'ai fait l'EPFL, l'ETH en Suisse, une année de recherche au MIT, j'ai aussi donné des cours de ML, etc. Et puis on a commencé la boîte donc début février 2025, ça fait maintenant 1 an qu'on est ici à SF et qu'on est en train de build et monter l'équipe. Lucas, on s'est connus il y a maintenant 6-7 ans. On s'est connus parce qu'on était les deux membres d'une association qui fait du conseil. Tu as des boîtes qui venaient à l'EPFL pour vouloir réaliser des projets digital, robotique, etc. Et moi, j'étais le président de cette association et Lucas était un des gestionnaires de projet, le meilleur parmi les 40. Et donc, assez vite, on a cliqué, on a commencé à build plein de choses. Et en fait, ça a été tellement naturel pour nous de commencer à bosser ensemble que voilà, ça s'est fait comme ça quand on a décidé de monter une boîte. On est les deux passionnés de ML et d'AI. Moi, ça fait longtemps que je regarde de près le space du browser automation. Et donc, en fait, ça fait déjà longtemps que je m'amuse à automatiser des choses sur le web. On a fait YC Summer 2025. Moi, je trouve que ça a quand même beaucoup changé la trajectoire de notre boîte. J'ai retenu 2 choses principalement de YC. Build en public, arrête d'être caché et fais les choses le plus vite possible. Va parler à des gens, mets ton produit dans les mains de personnes. Ça clashait pas mal avec justement notre mindset d'Européens où tu vois, on cherche la perfection constamment. Et en fait, non. Les convictions que tu as en tant que founder, elles sont souvent pas alignées avec les vrais utilisateurs. Avoir du monde qui utilise ton produit, ça va driver aussi les priorités qu'il faut que tu poses. Et la deuxième, qui est beaucoup plus brutale, c'est le dernier jour de YC. On a donc le dernier meet-up avec tous les batchmates, etc. On nous fait un talk de 30 minutes. Ça commence avec une énorme slide, Just Don't Die. Et en fait, cette idée, c'est simplement l'idée que en tant que founder, tu vas passer des moments qui vont être très chouettes, très bien, d'autres qui vont être très difficiles, des moments où tu sais pas ce que tu fais, des moments où tu as envie de quit. Et je pense que si tu regardes les stats, la plupart des boîtes qui fail, en réalité, c'est les founders qui baissent les bras. Cet input de YC, c'est don't die parce qu'il faut attendre que tu aies ton tailwind effect qui arrive à un certain moment, tu vois. Un autre chose qui m'a beaucoup marqué pendant mon passage à YC et à SF, c'est t'es constamment sous l'urgence. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai retrouvé nulle part ailleurs. L'environnement, donc le fait de rencontrer constamment des gens qui build, d'avoir accès aussi à des gens qui ont été successful, ça te fait progresser à une vitesse qui est 3 fois supérieure. Noter concrètement, ça donne un navigateur web aux intelligences artificielles. Toi, en tant qu'humain, quand tu veux acheter une paire de pompes sur Nike, acheter un billet de cinéma pour ton vendredi, tu vas ouvrir ton navigateur web, interagir avec des sites, scroller, cliquer, acheter. Maintenant, en tant que développeur, si tu veux automatiser ces choses-là, la plupart des sites n'exposent pas des façons programmatiques d'interagir avec leur site. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient à ce moment-là, on va provide un navigateur web à disposition des IA pour que les IA puissent de façon programmatique interagir avec les sites. Beaucoup de boîtes utilisent ça donc pour automatiser plein de process de back-office ou alors pour intégrer des agents dans leurs propres produits. Les browser agents ouvrent des possibilités immenses mais viennent avec 2 coûts principaux. Toi, en tant qu'humain, tu vois un site internet, tu dis je dois cliquer et tu fais ça de façon intuitive. Un agent, à chaque étape, il va devoir prendre un screenshot, traiter l'information et décider de quelle est la prochaine action à prendre. Donc c'est coûteux et puis ça prend du temps. Chaque étape va prendre 5 ou 6 secondes. Anything API, c'est une spin-off de Noté. C'est la révélation d'une idée qu'on a eue. On s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait rendre ce processus moins coûteux et beaucoup plus rapide? Et la réponse est oui. On va utiliser ces agents qui vont effectuer la tâche que tu as envie de faire dans un premier temps. Et ensuite, on va regarder toutes les network requests qui ont eu lieu et on va essayer de prendre des raccourcis là où on peut prendre des raccourcis. C'est-à-dire que si on peut, à certains instants, éviter complètement d'interagir avec l'interface et directement appeler des fonctions qu'on appelle des endpoints sur le back-end du site, on va le faire et c'est tout l'objectif de Anything API. En termes de go-to-market, nous on est un peu dans une situation où c'est une bénédiction et une malédiction en même temps. Là où je veux en venir, c'est que les cas d'usage sont en fait infinis. Toute entreprise au monde
a des potentiels use cases pour nous. Nous, le parti pris qu'on a, c'est vraiment de se concentrer sur l'infrastructure et sur le tooling pour vraiment donner les meilleurs outils, le meilleur écosystème pour que les développeurs et les boîtes puissent développer et mettre en pratique les choses qu'ils ont envie. L'infrastructure, c'est vraiment une problématique qui est difficile. Avoir un navigateur web qui tourne sur ton ordinateur en local et automatiser des choses, c'est super simple. Avoir un navigateur qui est hosté dans le cloud, c'est déjà un monde de différence. Et maintenant, si je te demande pas d'en avoir un, mais d'en avoir 1000 en concurrence et H24, là, de nouveau, tu passes sur un autre niveau de magnitude. Et c'est une problématique que les gens n'ont pas envie de faire. Moi, l'analogie que j'aime bien prendre, c'est nous comparer à la deuxième vague, en fait, de RPA. La première étant dans les années 2010 à 2014, quand tu as des boîtes comme UiPath, Zapier, N8N, qui sont arrivées sur le marché avec des façons d'automatiser de façon déterministe des interfaces web. Ces boîtes-là, en fait, toutes sont devenues des boîtes à plusieurs milliards. Certes, on est aujourd'hui 3, 4, 5, 6 boîtes à bosser dans le space, mais c'est un marché qui est en train de grossir exponentiellement. Donc clairement, il y aura des gens qui vont prendre le lead, mais je pense qu'il y a la place pour 3, 4 acteurs pour devenir des boîtes générationnelles.